Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais faire le tag puisse le sort vous être favorable, inspiré évidemment de Hunger Games. Alors je connais pas du tout cette personne, mais si je dis pas de bêtises, c'est la personne qui tient le blog Muffin and Book qui l'a créé. Je vous mettrai le lien vers son blog en barre d'infos. Et personnellement, moi j'ai vu ce tag sur la chaîne Jeanne aime les livres. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ça fait un moment qu'elles l'ont fait et qu'il est sorti, parce que je crois qu'il est sorti. Qu'elle l'a créé pour la sortie du livre La balade du serpent et de je sais plus quoi là, le préquel de Hunger Games écrit toujours par Suzanne Collins évidemment. J'ai pas lu ce livre mais en même temps je l'ai pas acheté donc voilà, c'est prévu un jour dans longtemps mais j'attends que la vague passe. Là la vague commence à être passée, c'est pour ça que je fais ce tag et je pense que je vais pas tarder à acheter et lire ce livre, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, il y a, je sais même pas combien de questions, mais il y a pas mal de questions. J'ai préparé ma pile de livres pour y répondre et on y va. La première question c'est puisse le sort vous être favorable, et donc là il faut un livre avec une phrase culte, et j'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolée. Hamlet, être ou ne pas être, enfin je veux dire que pour moi c'est la phrase cultissime par excellence. Alors il y a sûrement d'autres young adultes avec fantasy fantastique un peu plus fun qu'Hamlet à citer, mais franchement c'est la première qui m'est venue, même si j'en ai parlé il y a pas longtemps en vlog, c'était l'occasion de reciter ma pièce de théâtre préférée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, donc là j'ai un livre qui rassemble les trois pièces de théâtre Hamlet, Othello et Macbeth, mais je parle ici de Hamlet. Bon, j'ai pas besoin de détailler être ou ne pas être, je pense que même si on n'a pas lu Hamlet, on sait que être ou ne pas être c'est une pièce de théâtre de Shakespeare, et peut-être même qu'on sait que c'est Hamlet. Voilà, ça en fait c'est la première phrase, on peut dire, d'une des tirades d'Hamlet, parce qu'il y en a beaucoup, je sais pas, je sais plus quelle tirade c'est, mais il y en a beaucoup, et je me rappelle que quand j'ai lu cette phrase, cette tirade, je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, je suis con quoi, j'avais oublié que c'était là-dedans, mais je savais que c'était là-dedans. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, pour le résumé, je regarde derrière comme si ça allait m'aider, alors que pas du tout, parce qu'il y a... Bref. Donc Hamlet, c'est l'histoire de Hamlet, le personnage qui s'appelle Hamlet. Il est le fils du roi du Danemark, et au tout début de la pièce, son père, donc le roi du Danemark, meurt, et c'est son oncle qui récupère le pouvoir. Et ensuite, il y a toute une histoire avec la veuve, avec la mère d'Hamlet, du coup, et tout, et tout. Et rapidement, Hamlet va voir le fantôme en fait, de son père lui apparaître et lui parler. Oui, Hamlet est un peu fou et on va suivre ça. C'est pas très joyeux, en même temps j'ai envie de vous dire, si c'est l'un de mes livres préférés, ça ne peut pas être joyeux. C'est une tragédie de Shakespeare, donc tragédie plus Shakespeare, en gros c'est tragique, tragique, tragique. Voilà, il n'y a pas de débat. C'est très triste, mais c'est magnifiquement bien écrit, c'est ma pièce de théâtre préférée. Et si vous ne l'avez pas lu, franchement, foncez, ça se lit facilement. Même s'il y a des longues tirades et des longs textes à lire, ça se lit facilement. La deuxième question, c'est Katniss Everdeen, la fille du feu, et il faut citer une héroïne badass, et là, pareil, je n'ai pas réfléchi, Charlotte Davidson. Donc ici, le tome 1, première tombe sur la droite, écrit par Darry Van Jones, j'adore Charlie. Et globalement sur Booktube, si vous fouillez un peu et que vous cherchez des gens qui lisent Charlie, je vous mets au défi de trouver ne serait-ce qu'une personne qui n'aime pas Charlie. Parce que franchement, à chaque fois que je le vois sur toutes les chaînes que je suis, tout le monde dit qu'ils adorent Charlie en fait, voilà tout simplement. Et il y en a même qui ont le même problème que moi, c'est-à-dire qu'après avoir lu Charlie, qu'elles aient terminé la saga ou pas, quand elles veulent commencer une nouvelle saga de Buffy avec une nouvelle héroïne, la nouvelle héroïne souffre de la comparaison avec Charlie. Tellement Charlie, c'est Charlie quoi. Voilà. Pour l'histoire, donc on va rencontrer Charlie qui vit à Albuquerque, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi, c'est l'une des rares sagas où je me rappelle de la ville. C'est pas écrit, mais je crois que c'est Albuquerque. Et en fait, elle est détective slash bizarre, on sait pas trop ce qu'elle fait. En fait, son oncle est dans la police et très rapidement, quand elle était petite, elle a découvert qu'elle pouvait, c'est pareil, hein, c'est comme dans Hamlet, vous allez me dire que c'est un thème commun, elle peut voir les fantômes, mais là, pas que de son père, hein, elle peut voir son père vivant d'ailleurs, elle peut voir les fantômes de tout le monde. Tu meurs, et bien elle te voit en fantôme. Et donc du coup, elle va aider son oncle sur certaines enquêtes de meurtre ou de disparition parce que c'est plus facile de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand tu peux parler directement à la personne concernée, à savoir la personne qui s'est fait tuer. Voilà. Et en fait, donc dans chaque tome, on a une enquête comme ça et on a aussi, mais le principe, enfin le centre du tome à chaque fois, c'est Charlie, ce qui se passe avec sa vie et tout. Il y a un personnage principal masculin qui va émerger petit à petit, ses relations familiales avec sa meilleure amie, son pouvoir, comment ça se passe, tout ça, tout ça. Et plus on avance dans les tomes, plus c'est sombre et plus il est question de démons et de trucs pas très très fun.
mais Charlie est juste génialissime. Moi, c'est même une héroïne qui m'a aidée dans ma vraie vie. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire Charlie, j'avais zéro confiance en moi et je passais, malgré tout ce que je disais, mon temps à faire ce que je croyais que les gens voulaient que je fasse. C'est très épuisant de faire ça et c'est pas du tout comme ça qu'on se construit correctement. Et Charlie, qui parle aux fantômes et qui parle à donc des gens que personne ne voit, s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles de tous les gens. En fait, les gens la voient parler dans le vide, mais elle s'en fout. Et ça m'a fait un bien fou de lire ça. Et ça m'a fait un bien fou d'avoir une héroïne comme ça. Bref, c'est mon héroïne badass pour ce tag-là. Et si vous avez jamais lu Charlie, foncez. La troisième question, c'est Pita Melark, le garçon au pain. Et là, il faut citer un personnage masculin qu'on aime. Et globalement, c'est le cas pour toutes les questions, mais pour celle-ci en particulier, c'est-à-dire que Pita Melark est, je pense, sans déconner, mon personnage masculin préféré de tous les livres que j'ai pu lire. Donc, en trouver un autre, c'est compliqué, parce qu'évidemment, le principe du tag, c'est qu'on n'a pas le droit de citer Hunger Games dans aucune des questions, sinon c'est trop facile. Donc, j'ai cherché. En fait, au début, je cherchais un personnage un peu dans le même genre que Pita et que j'aime pour les mêmes raisons que Pita. Et je me suis rendu compte que dans cette catégorie-là, ça ne servait à rien de chercher, il n'y avait pas d'autres personnages qui tenaient la comparaison, en fait, ça ne sert à rien, tu vois. Donc j'ai changé complètement de genre, de personnage et de raisons pour lesquelles j'aime ce personnage. Et j'ai choisi Viper, donc le personnage principal du tome 2 des Gardiens de l'Éternité, écrit par Alexandra Ivy. Ici, on est sur un vampire de plus de 200 ou 300 ans, je crois, quelque chose comme ça. Hyper fort, hyper musclé, hyper beau. Bref, voilà, on va pas vous refaire le tableau. Et j'adore ce personnage, vraiment, vraiment. En fait, j'aime tellement ce personnage qu'il y a un tome 1 avant, mais à chaque fois, j'oublie qu'il y a un tome 1 avant. Tu vois, pour moi, la saga, elle commence avec celui-là, parce que c'est celui-là qui m'a marqué, et le tome 1 m'a pas vraiment marqué. Je sais pas, c'est comme ça. Dans cette saga, on suit donc dans chaque tome, pour la plupart du temps, un vampire qui donne son nom au tome et qui est le personnage principal masculin, qui va rencontrer une jeune femme en détresse parce qu'elle a des gens qui la poursuivent ou alors elle a été séquestrée, enfin bref, elle est toute malheureuse et elle a besoin qu'on l'aide et qu'on la sauve. Et le vampire arrive sur son beau cheval blanc pour la sauver. Sauf que ça ne rate jamais. La demoiselle en détresse le regarde de haut en bas et lui dit: non mais t'es sérieux là, tu crois vraiment que j'ai besoin de toi? Et j'adore cette saga. J'adore ça, ce côté homme un peu des cavernes qui veut sauver sa princesse, tu vois. Et la princesse qui dit: non mais en fait t'as pas compris, moi je me débrouille toute seule, donc tu dégages. J'adore ça, vraiment. Bon évidemment à chaque fois il y a une romance entre eux, mais du coup ça met les deux personnages sur un pied d'égalité. On n'a pas ce côté prince qui sauve la pauvre princesse en détresse. On a le prince qui veut faire ça, mais qui se prend un espèce de gros stop dans les dents et qui va finalement devoir se débrouiller pour que la princesse en question, enfin princesse avec des guillemets évidemment, mais accepte que peut-être il est quand même amoureux d'elle. Et on le voit ramer, c'est très cool de le voir ramer. Bref, j'adore cette saga et je sais pas pourquoi, Viper est mon personnage préféré. Je le kiffe, je l'adore, je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Voilà. La quatrième question, c'est Gail Althorn, je ne sais pas dire son nom de famille, je suis désolée. Le chasseur, point d'interrogation, et donc le truc c'est un triangle amoureux qu'on n'aime pas. Et avec cette question, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y a pas de triangle amoureux que j'aime. Il y a soit des triangles amoureux qui ne me dérangent pas, comme c'est le cas dans Hunger Games, soit des triangles amoureux qui me tapent sur le système. Et j'en ai deux en vrai qui me tapent sur le système. Mais je vais en citer qu'un, parce que je peux pas citer les deux de base. Et du coup, je vais citer celui qui vraiment... En fait, c'est même plus qui me tape sur le système, c'est que je ne comprends pas l'intérêt de ce triangle amoureux en particulier. Je vois pas... ça me dépasse. Et donc, je parle du triangle amoureux de Sherlock, Lupin et moi. Bon, le triangle amoureux est écrit dans le titre, vous allez me dire. Oui, mais ce sont des enfants qui sont amis à la base. On n'était pas obligé de rajouter un putain de triangle amoureux, quoi. Vraiment, enfin, franchement, ça m'a gonflé. Donc, c'est écrit par Irène Adler. C'est un pseudo écrit, enfin, c'est un pseudo compris deux auteurs masculins qui écrivent cette saga à quatre mains. Et en fait, donc, dans cette saga, on est en 1870. Et on suit le petit Sherlock Holmes, la petite Irène Adler et le petit Arsène Lupin, donc qui vont se rencontrer et commencer à mener des enquêtes. Et en fait, dans chaque tome, ils se retrouvent pas toujours au même endroit et ils mènent une enquête. En gros, c'est ça le principe du livre. Et j'aimais tellement cette amitié entre trois personnes, cette amitié garçon-fille qui plus est,
à une époque où c'est pas censé exister, et ce côté un peu badass de Irène aussi, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on est à une époque où les filles n'ont pas le droit de sortir avec des garçons, enfin, on n'a pas le droit d'aller se balader dans les rues, on n'a pas le droit de courir, doivent rester assises bien sagement, et elle s'en bat les couilles. Donc j'adore ce personnage-là, vraiment, et j'adorais cette amitié et la dynamique qu'ils avaient tous les trois, et à partir du 4e ou 5e tome, je crois, on a un petit triangle amoureux qui débarque. Et j'étais là, mais non, mais pourquoi? En fait, pour moi, le triangle amoureux vient gâcher toute la saga et tout l'intérêt que j'avais pour la saga. Je continue à la lire quand même. D'ailleurs, dans le tome 6, je crois que c'est le dernier que j'ai lu, le triangle amoureux est moins présent et moins mis en avant. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont choisi de mettre un triangle amoureux là-dedans. Pour moi, ça casse tout ce qu'ils avaient construit avant. En fait, c'est ça qui me dérange avec ce triangle amoureux, c'est que non seulement il n'apporte rien, mais pire que tout, il détruit ce que j'aimais dans la saga. Question 5, le Capitole, un livre avec un univers où tu aimerais aller. Qu'est-ce que c'est que cette question? Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui ont répondu Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Pour vous dire la vérité, Harry Potter ne m'a même pas effleuré l'idée. Là, moi je parle de L'Héritage, le tome 1, Eragon, de Christopher Paolini. J'aimerais que la globalité de Booktube arrête de dire la saga Eragon. La saga Eragon, ça n'existe pas. Ça me tape sur le système quand j'entends ça vraiment. Le nom de la saga, c'est L'Héritage. C'est comme ça. C'est le choix de l'auteur. Il faudrait le respecter un petit peu, s'il vous plaît. Bref, donc L'Héritage, le tome 1, Eragon, de Christopher Paolini. J'adore cette saga. C'est une saga avec laquelle j'ai... En fait, c'est la saga avec laquelle j'ai vraiment découvert la lecture. Et j'adore cette saga, c'est tout. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga ou qui ne l'auraient pas lue, je vais vous la résumer et je vous encourage fortement à la lire. Donc au début du tome 1, on y rencontre Eragon qui doit avoir 14 ans, je dirais 14 ans, un truc comme ça. Et il va dans la forêt, il va chasser, tout ça, il vit dans un tout petit village, on est dans un monde de fantasy. Et donc il va chasser au début, et il va trouver une pierre qui le ramène chez lui. Et à partir de là, ça va partir en live, parce que cette pierre est convoitée par des gens qui ont le pouvoir et qui ne reculeront devant rien pour la récupérer. Sauf que très rapidement, Eragon va perdre cette pierre. Donc du coup, il ne pourra plus la rendre. Et va s'en suivre une aventure. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il est là sur la couverture. Réfléchissez 2 minutes. Et donc voilà, on va suivre Eragon dans cet univers avec des nains, des elfes, des Durgal, des créatures créées par lui-même. Et vraiment, j'ai adoré cette saga. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en lisant le tome 1 de La Roue du Temps, L'œil du monde de Robert Jordan, que je pense que Christopher Paolini a lu La Roue du Temps avant d'écrire son livre, parce qu'il y a des constructions et il y a des choix de texte et de fantasy qui sont très proches de L'œil du monde. On n'est pas sur du plagiat, on est clairement sur de l'inspiration, voire sur un hommage rendu par Christopher Paolini à Robert Jordan. Je m'en étais pas rendu compte à ma première lecture, enfin ni à ma deuxième parce que je n'avais pas lu L'œil du monde. C'est quand j'ai lu L'œil du monde que je me suis rendu compte de ça. Et je trouve ça hyper cool que un jeune auteur, parce que c'est son premier livre, Eragon, hein, un jeune auteur comme Christopher Paolini ait réussi à s'approprier des tips de fantasy, enfin des manières d'écrire de fantasy pour écrire son premier livre. Enfin, je trouve ça ouf. Bref, j'adore cette saga, j'adore cet univers, j'adore ce personnage, je ne le répéterai jamais assez, il faut lire L'Héritage. Question 6, La Reine, un livre qui regorge de dangers. Et là, j'ai du mal parce que il n'y a pas vraiment de livre qui regorge. En fait, il y a sûrement des livres qui regorgent de dangers, mais pour vous donner un ordre d'idée, Hunger Games, ça regorge pas de danger pour moi. C'est un peu dangereux, c'est un peu vite fait, mais comme j'ai pas vraiment flippé, je me suis pas vraiment... Enfin, j'ai pas vraiment ressenti le danger quand je l'ai lu. Pour moi, c'est pas un livre qui déborde de danger. Mais bon, du coup, j'ai quand même choisi une saga. Et j'ai choisi donc L'Apprenti Épouvanteur, le tome 1 de L'Épouvanteur, écrit par Joseph Delaney. En vrai, j'aurais bien aimé citer le livre que je suis en train de lire, à savoir Le Monstrologue de Rick Yancey, mais comme je l'ai pas fini, je me dis que je ne peux pas le citer. Bref, voilà. Donc du coup, ici, on va suivre Tom. À chaque fois, je fais ça. À chaque fois, je regarde derrière comme si ça allait pouvoir m'aider, mais ça ne m'aide jamais. Mais non, ça ne m'aide jamais. Donc on va rencontrer Tom, qui est un jeune garçon de 13 ans, et qui, parce qu'il est le 13e fils d'un 13e fils, peut devenir l'apprenti épouvanteur, et donc un jour épouvanteur. Et donc on va suivre sa formation d'épouvanteur. En gros, il va découvrir les sorcières, les gnomes, les machins, il va combattre le mal, avec et même le diable lui-même qui s'invite dans la saga. Donc niveau danger, on est pas mal, et Tom est un petit peu au milieu de tout ce bordel en fait. Hein. Voilà. C'est pas une saga que j'aime énormément,
Mais c'est une saga que j'aime bien et que bah, je vais terminer, je sais pas quand, mais je terminerai un jour quoi. Question 7, les tribus de Carrière, un livre avec un ou des méchants qui t'ont fait peur. Et là en fait, j'ai le même problème à chaque fois qu'on me parle de méchants dans un tag parce que le premier méchant et le vrai méchant qui m'a toujours fait flipper et que franchement ce gars me met la chair de poule littéralement, c'est Geoffrey Baratheon dans Le Trône de Fer. Sauf que je n'ai pas lu les livres, en fait je n'ai pas les livres, je ne les ai pas lus et je ne les lirai jamais parce que je ne veux pas les lire. Mais du coup, c'est vraiment le méchant qui m'a fait le plus peur en série, du coup, parce que j'ai vu les 3 premières saisons, je crois. Et donc, du coup, j'ai énormément de mal à trouver en livre un équivalent, tu vois, d'un personnage qui m'a vraiment fait flipper. Et du coup, j'ai analysé le truc, tu vois, et je me suis rendu compte que ce qui me fait vraiment, vraiment flipper, c'est des gens qui tuent par plaisir, en fait. Il n'y a pas de raison rationnelle derrière leur meurtre et leur folie, ils sont juste fous et ils butent juste des gens parce que ça les fait kiffer, quoi. Hein, voilà. Ça me fait vraiment flipper. Un psychopathe qui tue, même qui tabasse sa femme à mort parce qu'elle lui a mal parlé, j'ai du mal à la mettre, mais ça reste rationnel, tu vois. Pour lui, il a une vraie raison de faire ça. C'est pareil, un serial killer qui va se mettre à buter des femmes qui lui rappellent sa mère, il y a une raison rationnelle derrière ça. Il n'est pas capable de buter n'importe qui, n'importe quand, en un claquement de doigts, même s'il est fou. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Geoffrey, tu passes un petit peu trop près de lui dans la rue, il est capable de te buter, tu vois. Tu connais même pas, tu l'as jamais vu, mais il est capable de te buter. Ça me fait vraiment flipper. Donc, j'ai cherché parmi mes livres un personnage comme ça, et j'ai trouvé. Oh, bah oui, j'ai trouvé. La Faucheuse, donc le tome 1 ici de Neil Chesterman. On est dans un univers où les gens ne meurent plus. C'est-à-dire que même si tu tombes d'un toit, si tu te coupes à mort, si ton cœur s'arrête, je sais pas, t'as un cancer, n'importe quoi, on te soigne. Voilà, on est à un stade de l'évolution où on te soigne, peu importe ce qui se passe. Sauf qu'on s'est très rapidement rendu compte que si on soignait tout le monde et que plus personne ne mourrait, la Terre allait pas pouvoir supporter tout ça à un moment donné. Et donc on a créé les faucheurs qui sont chargés de tuer les gens. Et quand un faucheur te tue, on pourrait te ramener, mais comme c'est le faucheur qui t'a tué, on te ramène pas. Voilà. Et donc du coup, on va suivre 2 apprentis faucheurs, si je dis pas de bêtises, et un faucheur. Et je crois que c'est pas le cas dans le tome 1, mais rapidement dans la saga, on va rencontrer d'autres types de faucheurs qui sont vraiment flippants parce que on leur a donné le pouvoir de tuer et ils kiffent faire ça. Et ça, c'est dangereux pour moi. Très dangereux. Donc vraiment, ces faucheurs me font flipper parce que je me dis que bah, tu les croises dans la rue, même pas tu les regardes, je sais pas ce que tu fais, tu rentres dans un magasin qu'ils aiment pas, hop, ils rentrent dans le magasin, ils te butent parce que tu achètes un truc qu'ils aiment pas. Non mais ils sont atteints, je te jure, ils sont atteints. Et ces personnages me font vraiment flipper. Ce genre de folie absolument pas rationnelle me fait flipper. Donc, bref, la faucheuse de Neil Chesterman. Question 8, les tribus sacrifiées, la mort d'un personnage qui t'a fait pleurer. Et là, mon cerveau a dit pleurer, moi, Agnès le dit. Je vous jure que c'est vrai. Du coup, j'ai été dans ma bibliothèque, là où sont tous mes livres d'Agnès Ludig, et je me suis dit dans lequel il y en a un qui meurt. Parce que il y a des fois, je pleure avec Agnès Ludig, mais c'est pas forcément parce qu'il y a un personnage qui meurt. Hein. Ça arrive que je pleure pour d'autres raisons, comme à la fin de Part avec lui. On va pas revenir sur Part avec lui parce que ce livre me. Voilà, hein. Mais j'ai choisi celui-là, et si je dis pas de bêtises, c'est le premier qu'elle a écrit. Alors évidemment, je vais pas vous dire qui meurt et comment et tout, mais ce livre m'a, comme chaque Agnès Ludig, détruite émotionnellement. J'ai fini dans un état lamentable, c'était une catastrophe. Je parle aujourd'hui de Marie d'en haut, de Agnès Ludig, donc vraiment ce livre m'a détruite, mais genre vraiment, j'étais dans un état émotionnel. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas lu d'Agnès Ludig parce que je suis pas actuellement prête à me retrouver encore dans cet état émotionnel. J'adore Agnès Ludig, j'adore ses histoires, j'adore ses personnages, j'adore ce qu'elle fait, mais il faut. En fait, quand je commence à Agnès Ludig, je sais qu'elle va me détruire émotionnellement et que je vais finir en larmes. Je le sais, hein, c'est comme ça dans tous les Agnès Ludig. Donc ici, on va suivre Marie et Olivier. Je vérifiais parce qu'il y a tellement d'Agnès Ludig que j'ai peur de confondre, mais c'est bien ça. Ici, on suit Marie qui vit dans une. En gros, elle s'occupe des bêtes, elle a une étable, elle s'occupe de ses plantations et de ses bêtes, je sais pas c'est quoi le mot, mais en gros, elle fait ça dans sa vie, tu vois. Elle a une petite fille et donc voilà, elle s'occupe de ça tranquillement dans sa petite vie, elle demande rien à personne. Et un jour, il y a Olivier, un lieutenant de police qui vient d'être muté dans la région et qui débarque chez elle, je sais plus pourquoi. Je crois qu'il a des questions à lui poser, je sais plus, pour une enquête, on s'en fiche, on est dans le livre. Et donc à partir de là, il va y avoir une relation entre eux. Mais la force d'Agnès Ludig, c'est de créer des personnages tellement réalistes et tellement humains que tu as l'impression que ça pourrait être tes voisins. Vraiment, c'est une catastrophe. Et donc
donc on a leur relation, leur évolution, et c'est très doux, c'est très naturel. Je sais pas comment expliquer, elle arrive à faire en sorte que tu crois vraiment que ça pourrait arriver aux gens que tu connais ou à toi-même, tu vois, c'est un truc de fou. Et donc du coup, quand elle tue des personnages, bah tu pleures. Voilà, enfin, en tout cas moi je pleure. Je vais pas vous dire qu'il meurt à la fin, mais franchement je m'attendais tellement pas à ça. Et j'en veux à l'autrice. Je me rappelle avoir fermé le livre et avoir dit mais pourquoi tu t'acharnes sur des personnages comme ça? Pourquoi tu prends la peine de créer des personnages si mignons, si touchants, si gentils pour à la fin les détruire? Ne fais pas ça, arrête. Je demande un Agnès Ludic qui finit bien, où je finis avec le sourire en mode légèreté, pompe up. En même temps, je sais que c'est pas réaliste et je sais que je n'aimerais pas autant un Agnès Ludic s'il finit de devenir pompe up et mignonnet, c'est la fête, tu vois, mais je sais pas. J'aime tellement ces personnages-là que je lui en veux de faire ça. Bref, j'adore Agnès Ludic. Alors là, je présente Marie dans Oh, mais vous pouvez lire n'importe lequel, dans le murmure de feuilles qui dansent, part avec lui, on regrettera plus tard, enfin n'importe lequel. Vraiment, vous lisez n'importe lequel d'Agnès Ludic, mais je refuse que les personnes qui regardent cette vidéo ne lisent jamais. Il faut lire un Agnès Ludic dans votre vie, n'importe lequel. Vous lisez les résumés, vous choisissez celui que vous voulez, je m'en fiche, mais vous lisez un Agnès Ludic, s'il vous plaît. Question 9, les baies de Sureau, un plot twist qui t'a retourné le cerveau. Et là, j'ai choisi un livre qui est rempli de retournements de situations, de révélations et de trucs qui m'ont retourné le cerveau. Je parle de Les Textes, le tome 1, Mutagénèse de Mel 2.2. Ce livre, en fait, tu vas de révélation en révélation et de retournement de situation en retournement de situation. Tu crois que tu as compris, mais tu n'as rien compris. Et l'autrice te mène en bateau, mais c'est juste magistral. J'ai adoré ce tome et cette saga. Je suis dégoûtée parce que le tome 4 n'est jamais sorti, mais c'est une autre histoire. En gros, ici, alors du coup, je vais vous raconter juste le début du livre parce que sinon, je vais vous spoiler quelques plot twists, n'est-ce pas? On va rencontrer une jeune fille. Attendez, vous savez quoi, j'ai un post-it, je vais relire mon post-it. Ah oui, on a une jeune fille qui est enfermée dans un caisson de verre, et au début du livre, on a plusieurs de ses amis, a priori, qui débarquent et qui vont la sortir de là pour la sauver. Et à partir de là, on va essayer de comprendre pourquoi elle était dans ce caisson, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, est-ce qu'elle est humaine, est-ce qu'elle n'est pas humaine, qui c'est qui vient la sauver, pourquoi ils viennent la sauver, pourquoi elle n'a pas de souvenirs. Enfin, voilà. Parce que le point de départ, c'est que, comme elle est dans ce caisson-là, elle a absolument pas de souvenir de ce qui s'est passé, et donc du coup, elle doit faire confiance à ceux qui la sauvent. Mais en même temps, elle n'a pas vraiment envie de leur faire confiance parce qu'elle ne les connaît pas. Tu vois. C'est un peu compliqué. Et nous, en tant que lecteur, on est en mode est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, qu'est-ce qui se passe. Et après, il va y avoir plein de révélations qui s'enchaînent, et franchement, j'ai adoré cette saga. Cette saga est juste génialissime, vraiment, vraiment. Je la connaissais pas du tout avant de la commencer. C'est publié chez Sharon Kenna. C'est dur à dire. Si ça vous intéresse, mais vraiment, j'ai adoré cette saga. On est dans de la SF post-apo. Dit comme ça, c'est tout ce que j'aime pas, mais j'ai adoré cette saga. Et enfin, la dernière question, les vainqueurs, un couple que tu aimes plus que tout. Et là, ça a été compliqué parce qu'il y a beaucoup de couples que j'aime. Mais j'ai décidé de me concentrer sur les romances et pas sur les livres comme par exemple Hunger Games où il y a des couples que j'aime, mais c'est pas c'est pas le centre de l'histoire. Pour en éliminer un max, je me suis concentrée sur les romances. Et ensuite, parmi les romances, j'ai dû choisir. Et j'ai choisi une saga un couple où j'aime autant le personnage masculin que le personnage féminin. Et je parle de Mark & Men, le tome 3, Rome, autrement dit Rome et Cora. J'adore cette saga, et de cette saga, c'est mon couple préféré. Et en fait, je l'ai dit, j'aime autant Cora que Rome. J'adore ce couple, je les trouve tellement cool. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans cette saga, on rencontre Roule, donc dans le tome 1, qui a son histoire avec sa copine, machin, tout ça. Et Rome est le grand frère de Roule. Et en fait, j'arrive pas à l'expliquer, mais dès le tome 1, on rencontre Rome, du coup, vu qu'il est le grand frère de Roule. Et alors qu'on le voit quasiment pas, qu'il est en fond, en personnage tertiaire, quartaire, je sais pas comment on dit, là, mais en gros, il est quasi pas là. C'était mon personnage préféré du tome 1. Tu vois. On doit le voir 10 pages dans le tome 1, mais c'est déjà mon personnage préféré du tome 1. Dans le tome 2, on le voit quasiment pas, voire pas du tout, je crois. Et le tome 3, j'ai juste adoré. Globalement, j'adore cette saga, globalement, j'adore Jack Ronover. Mais si je ne devais garder qu'un couple de Jack Ronover, ce serait celui-là. Et du coup, il surpasse aussi tous les autres couples de tous les autres romans que j'ai pu lire. J'adore cette saga, j'adore Rome, j'adore Cora, j'adore leur couple. Et on n'est pas sur un couple torturé, on n'est pas sur un couple qui passe son temps à se courir après et à se chercher. Mais on n'est pas non plus sur un couple pour lequel c'est hyper facile d'être ensemble, tu vois.
C'est un espèce d'entre-deux et franchement j'ai adoré, c'est pas du tout cliché, c'est pas... En fait c'est une histoire que j'avais jamais lue, ça reprend aucun des codes que j'ai vus, ça ne se rapproche d'aucune autre histoire de couple que j'ai pu lire. Alors peut-être que j'ai pas lu les bonnes, on est d'accord, mais voilà, j'ai adoré cette saga, j'adore ce tome-là, et de l'avoir dans les mains, ça me donnerait presque envie de le relire, mais j'ai pas le temps de le relire. Bref, j'adore cette saga, si vous aimez la romance et que vous avez jamais lu du Jack Ronover, qu'attendez-vous? Et ensuite, lisez les Mercadien, vraiment, vraiment. J'ai l'impression de m'être un peu beaucoup emballée sur certains livres et que du coup cette vidéo est très longue, mais bon, en même temps, dans un tag on parle toujours de livres que j'aime, donc forcément je m'emballe, je suis désolée. Bref, si vous voulez répondre à ces questions en commentaire, n'hésitez pas, si vous l'avez déjà repris sur votre blog ou sur votre chaîne, dites-le moi et j'irai lire ça, parce que j'aime bien découvrir des livres à travers des tags, et si j'ai pu vous convaincre de lire au moins un de ces livres dans cette vidéo, eh ben je suis contente. Voilà, bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.